Cette deuxième phase que nous venons de lancer vise d'abord à consolider tous les acquis que nous avons eus pendant la première phase. Deuxièmement, ça vise aussi à promouvoir en temps réel l'appropriation de ce programme par la population, mais aussi par le gouvernement. On a vu que dès la première phase, quand nous avons lancé un processus, on avait encore les populations déplacées, mais pour le moment, on a assez de gens qui sont rentrés dans les villes sécurisées et stabilisées, et maintenant, il faut les inclure pour l'appropriation de ce programme et aussi les gouvernements. Troisièmement, il faut aussi renforcer maintenant la collaboration entre les États de la sous-région, donc les aspects transfrontaliers de ce programme. Et quatrièmement, c'est pour élargir l'étendue de cette facilité. Nous avons commencé avec 16 sites choisis par les États membres. Nous voudrons aller maintenant au-delà de 16 pour avoir au minimum 27 sites dans les 4 pays choisis par les gouvernements aussi dans cette deuxième phase et toucher beaucoup plus de gens. Et quels sont les principaux défis auxquels le programme est confronté dans la région et comment le programme prévoit-il de surmonter ces défis pour atteindre ses objectifs? Bon, comme tous les programmes, je pense qu'on a plusieurs défis. Pour la vérité, la première chose, c'est les crises se multiplient et multiplient chaque jour dans la sous-région. Nous avons vu ce qui s'est passé au Soudan et comment on a eu un masse flux de réfugiés qui sont venus du côté du Tchad, un pays qui souffre déjà et a trouvé les solutions pour ses propres défis du développement. Donc, le fait qu'il y a les crises qui se multiplient dans la zone, les crises parfois créées par les changements climatiques, pas nécessairement par les conflits, mais aussi les conflits. Donc, le fait qu'on a cette crise qui continue nous dit qu'on a toujours une région très fragile. Deuxième défi, c'est aussi de faire, comme ce que j'ai dit auparavant, de faire ce que la population vraiment s'approprie de cette initiative et qui continue avec. Parce que le but, c'est si on stabilise une zone, l'impression ou bien l'intention, c'est que cette zone stabilisée puisse trouver une possibilité de faire circuler la paix au-delà de la zone stabilisée. Mais pour que ceci ça arrive, c'est vraiment la population de base. Et aussi, on a les défis financiers, bien sûr. Quelles sont les perspectives à long terme pour assurer la stabilité et la durabilité des efforts de stabilisation au-delà de cette phase en 2028? Cette région du bassin de la Tchad continue à être une région extrêmement instable. Donc, nous demandons qu'il y ait une focus, qu'il y ait une pression qui est mise sur les partenaires aussi internationaux à pouvoir continuer à appuyer les initiatives déjà localement. D'ailleurs, tous les 4 pays dans le bassin de la Tchad mettent déjà les propres ressources dans ce processus, dans ce projet, soit financièrement, soit techniquement, et ils mettent les propres ressources. Si nous stabilisons une région, c'est l'État qui envoie les militaires, les policiers, les infirmiers, les enseignants pour aller un peu travailler dans la zone et utiliser les infrastructures qui sont construites par la facilité. Donc, l'État contribue déjà beaucoup, mais pour que ça soit durable, ça doit être un projet ou un programme et une approche internalisée par les États et appuyée par la communauté internationale.